Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya en Nairobi, a pris fin ce 12 mai 2026. Un sommet placé sous le signe du partenariat renouvelé, un partenariat que la France veut rendre plus fort avec les États africains, notamment en ce qui concerne l'innovation et la croissance, analyse et décryptage de quelques annonces faites à l'occasion de ce sommet auquel ont participé plusieurs chefs d'État du continent. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités. Professeur David Asiba Johnson, vous êtes professeur des universités, mathématicien, économiste, très au fait des questions politiques, géopolitique, économique et monétaire sur le continent. Une annonce d'investissement de 23 milliards d'euros vient d'être faite par les participants au sommet qui a pris fin donc ce 12 mai. 14 milliards devant venir de la France et 9 milliards devant venir des investisseurs africains. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce et de beaucoup d'autres que nous revisiterons dans cette émission? On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vivien Manangou, vous sortez d'une grande joute électorale. Vous êtes ancien candidat. Ah, c'est ça. Vous êtes ancien candidat à l'élection. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 dans votre pays, le Congo. Vous proposiez, Vivien Manangou, dans votre programme, la sortie du pétrole, du tout pétrole, parce que vous pensez qu'il y a des sources alternatives crédibles et fiables de mobilisation de recettes. Vous êtes juriste aussi, vous avez enseigné pendant de longues années le droit à l'université de La Rochelle et puis vous enseignez aussi à l'université Marie-Angouabi de Brazzaville. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer avec vous la question des investissements étrangers sur le continent, mais au-delà, la question de la mobilisation des recettes pour le développement du continent. Merci. Merci à vous, professeur David Asiba Johnson. Pour la toute première fois, un sommet, le sommet France-Afrique, on ne l'appelle plus comme ça, mais on sait toujours que c'est de ça qu'il s'agit, a eu lieu dans un pays anglophone, à Nairobi au Kenya précisément. Qu'est-ce que ça peut signifier, puisque les chefs d'État, en tout cas le président français et les analystes, les journalistes français qui ont débattu qui ont traité ce sommet n'ont cessé de dire que l'Afrique anglophone se porte beaucoup mieux que l'Afrique francophone, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pensez du choix de faire ce sommet dans un pays anglophone? Bon, ça, c'est de la cuisine interne, ça. Bon, si on perd le leadership de son espace francophone, il s'agit d'acquérir, de séduire les anglo-saxons, enfin, du moins l'Afrique anglophone. Ça n'apporte absolument rien du tout. Bon, ça, c'est un autre problème. Mieux encore, je veux dire, si on veut dealer avec les anglophones ou l'Afrique anglophone, ils sont dans une situation qui est la leur. Il faudrait que l'Afrique francophone ait également une situation analogue, dont notamment la souveraineté monétaire. Ça, c'est la moindre des choses. On admet la souveraineté monétaire chez les anglophones et on pose le problème, ça pose un problème du côté des francophones. Non, pour moi, c'est un feu de paille. Ça, c'est un point très important que vous venez d'évoquer. Ouais, nous reviendrons sur la question monétaire. Ensuite aussi, s'agissant de l'enveloppe des investissements, il faudrait qu'on soit beaucoup plus explicite pour savoir quelles sont les filières, les domaines. Par ailleurs aussi, je tiens à rappeler quand même quelque chose. Vous savez, s'agissant du fonds d'investissement étranger, si on a étudié un peu l'histoire de la pensée économique et l'histoire des développements des nations, l'investissement étranger n'a jamais développé un pays.
n'est-ce pas? Le Japon, je vais prendre le cas du Japon, et je voudrais attirer l'attention. En fait, ces problèmes de développement, pour mieux les comprendre, il faut parler l'anglais et lire l'anglais, parce que la littérature anglaise a étudié presque tous les cas et met en évidence tous les problèmes. Dans l'espace francophone, on n'est pas minutieux, on n'a pas justement assez suffisamment de recul par rapport aux études qui ont été menées. Bon, cela dit, le Japon a fait du développement et a refusé et a boudé l'investissement étranger. Hein, il faut le savoir, ils n'ont pas voulu de l'investissement étranger, mais ils se sont développés. L'investissement étranger encore, s'agissant en fait de la Chine l'a fait en cantonnant dans des zones qu'elle a appelées d'abord les zones économiques spéciales, où il y a eu un apprentissage qui était fait. À partir de cet apprentissage, il y a une extension au niveau du territoire, sous des conditions qui avaient été définies par les Chinois. Bon, alors, je vais rajouter encore autre chose. Lorsqu'on parle d'investissement étranger, il y a un critère, une mesure fondamentale qui permet de dire est-ce que ça va être fiable ou pas. Alors, ce ratio-là, qu'on appelle ROI, Return on Investment, c'est-à-dire rentabilité de capitaux investis, hein, c'est la formule de Dupont de Nemours. Hein. C'est celle qui permet effectivement de qualifier si un chef d'entreprise gagne de l'argent et qui permet, si son entreprise gagne de l'argent, et qui permet également d'avoir une évaluation au niveau de la bourse. Donc, si les critères de ROI, le ratio de Dupont de Nemours, qui est rentabilité sur capitaux investis, qui peut être décomposé, d'accord, hein, bénéfice sur chiffre d'affaires, qui est la marge nette, chiffre d'affaires divisé par l'actif, multiplié par le chiffre d'affaires par l'actif qui est la rotation du capital, et ensuite après l'actif divisé par les capitaux investis, qu'on appelle effectivement l'effet de levier, ça donne, la multiplication de ces trois facteurs-là, donne effectivement la rentabilité des capitaux investis. Donc vous pensez qu'il faut mettre sur la table ces modalités pratiques avant d'apprécier l'annonce d'investissement qui a été faite? Non mais il y a des filières, il faut que nous connaissions les filières, en connaissant les critères qui ont été retenus. Ils disent innovation, croissance. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce que ça veut dire l'innovation croissance? Innovation croissance, et comment? La croissance, lorsqu'on veut faire de la croissance, c'est un problème de macroéconomie. Oui. Et les conditions de macroéconomie, elles sont-elles réunies? Non, mais non, écoutez, soyons sérieux. Alors, on va... Non, mais pour la croissance, ce qui permet de faire la croissance, c'est autour de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est quoi? C'est la croissance du PIB. N'est-ce pas? Je vais revenir. C'est un modèle qui est bien connu. Ça s'appelle tout simplement le carré de Kaldor. C'est le problème de la croissance du PIB, le problème du chômage, le problème de l'inflation et le problème du déficit de la balance commerciale. C'est autour de cela que l'on regarde, effectivement. Si le PIB croît, effectivement, on va pouvoir dire de quoi il retourne. Mais permettez-moi, avant de chuter, c'est que la croissance, vous voulez faire de la croissance inclusive aussi. Croissance inclusive. Oui, mais la croissance, elle dépend effectivement des stratégies de développement. Oui. Et les stratégies de développement, il y en a 4. Soit vous faites de l'investissement étranger, n'est-ce pas? Soit vous faites de la promotion par l'exportation, soit vous faites effectivement de la stratégie des équipements lourds, soit effectivement vous faites de la stratégie des biens banalisés. On peut faire les 4 en même temps? Si c'est possible. En tout cas, ça dépend de l'industrialisation. Il faut pouvoir faire de l'industrialisation. Si vous faites de l'industrialisation, vous n'avez pas de croissance. Et la croissance a été capable de le faire, c'est la Chine, qui a essayé de nous montrer, et je le rappelle tout le temps, elle a mis au moins 30 ans, hein, avec une croissance à 2 chiffres pour sortir 890 millions, effectivement, de personnes de la pauvreté. Nous n'en sommes pas là. Hein. Et cela, c'est fondamental. Il faut être maître, c'est ça, politique monétaire. Et par contre, alors c'est très important ce que vous venez d'évoquer. En tout cas, le dernier point, vous avez mis l'accent sur l'industrialisation. Vivien Manangou, vous en avez d'ailleurs parlé dans votre programme. La question de l'industrialisation suppose la possibilité de transformer localement les matières premières.
Sinon, et vous aviez beaucoup insisté sur, enfin, vous insistez aussi beaucoup sur ce point dans l'offre politique que vous aviez faite à vos compatriotes, sortir du pétrole, prioriser d'autres matières, enfin, d'autres secteurs d'activité, notamment la transformation locale des matières premières. Bon, mais je vous pose aussi la question d'abord de l'organisation de ce Forum France-Afrique dans un pays anglophone qui est visiblement, enfin, zone anglophone qui se porterait mieux que la zone en francophone. Après, on rentrera effectivement de plein pied dans le sujet avec les différents points évoqués par le professeur. Je pense pour ma part que on attend trop de choses de la France. Enfin, de la France ou des partenaires étrangers. C'est étonnant parce que le moindre sommet suscite presque hystérie. On attend trop de choses de ces gens-là. Les relations internationales ou les relations entre États sont des relations d'intérêt. Si la France va vers les pays anglophones, peut-être parce qu'ils pensent qu'il aura plus d'intérêt par là-bas que dans les zones francophones. À nous de nous prendre en charge d'une certaine façon. Mais moi, je ne suis pas aussi sévère que le professeur Johnson. Pour une première raison, c'est que je considère que le choix... Alors, les 23 milliards, honnêtement, c'est du pipi de chat. C'est rien du tout. Ça ne rien de s'égosiller dessus. C'est vrai. Voilà. Mais par contre, je suis assez d'accord avec le changement de paradigme. C'est-à-dire le fait qu'ils mettent en avant, là encore, ce sont des paroles, on verra dans les actes, mais que le président français mette en avant les investissements, notamment privés, par rapport à l'aide publique au développement, qui n'a jamais été une aide, et nous le savons, bien sûr, à mon sens, est une bonne orientation. Parce qu'en réalité, l'un des problèmes que nous avons dans nos pays africains, ce sont les investissements, le choix des investissements. Parce qu'on parle d'industrialisation. Il faut des investissements pour industrialiser. Bien sûr. Et donc, ce choix-là d'aller vers de l'investissement à la place de l'APD, des investissements qui soient publics et privés, puisqu'on a vu qu'il y avait des grandes zones. Parce que, pour une fois, ce n'est pas les Français qui disent qu'on va venir mettre. C'est à la fois de l'argent africain. Oui, ils disent, nous mobilisons 14 milliards et voilà. vous Africains, 9 milliards. 9 milliards, le reste. Donc, c'est un changement de paradigme qui me paraît intéressant, qui me paraît être de nature à remodeler les relations économiques entre pourquoi vous dites, la France. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que, pendant longtemps... Il n'y a pas trop de risques dans certains pays. Mais les risques de quoi? Alors, les risques d'insécurité juridique, déjà. Oui, bien sûr, oui. Les risques de petitesse de marché, les risques de contraintes douanières. Mais Richard Togbé, la question, vous trouverez toujours des questions de risque. D'accord. Vous trouverez toujours des pays instables. Vous trouverez toujours. Je vous ai rappelé au préalable que c'est une affaire d'intérêt. Oui. La France, je pense, il me semble, impulse un mouvement par rapport à ses intérêts. D'accord? Ce sont les États africains qui doivent eux-mêmes aussi se dire quel est leur intérêt. Comment ils vont vivre dans ce rapport-là, dans cette relation-là. Cela dit, il y a beaucoup d'Africains déjà qui investissent déjà à titre privé. Dangote n'a pas attendu de sommet France-Afrique. Très bien, mais très bien. Mais bien sûr, mais d'ailleurs il était là-bas, Dangote. Oui, et il s'est même plaint, il paraît, de la difficulté de circuler en Afrique. C'est vrai. Vous voyez que nous avons nos problèmes internes aussi qu'il faudra régler. Ce que j'ai envie de dire simplement, on n'a pas attendu la France, évidemment. Les gens investissent en Afrique. Bien sûr. Mais que la France dise, je ne viens plus faire la politique à la papa, c'est-à-dire c'est moi qui aide, et on sait que derrière ces aides-là, ce sont des conditionnalités. Derrière ces aides-là, absolument. C'est tout ce qui suit avec, c'est une ligne hypocrisie incroyable. Faisons des affaires, dans les affaires, business. Faisons du business. Dans le business, on est censé être égaux. Et donc, les autres questions peuvent, à la suite, être traitées d'égal à égal. Moi, je voudrais quand même rajouter, vous savez, nous ne sommes pas ici pour critiquer, pour le besoin de critiquer. Il s'agit en fait de partir des critères objectifs et d'analyser les choses, etc. Comment une nation vient, elle va parler d'un investissement par rapport... Si la politique industrielle n'a pas été définie, ça n'a pas de sens. Cela... Mais ce n'est pas l'occasion de définir la politique industrielle. Non, mais attendez, permettez-moi de dire... Il ne faut pas accorder plus d'importance à un sommet
Oui. qui était... Oui, voilà, mais- enfin, mais ce d'accord. n'est pas dans ce sommet-là qu'on va Oui. définir la politique industrielle Non, africaine. non, c'est pas ce que je dis. Ne m'interprétez pas. Non, je dis que tout simplement, une nation doit définir sa politique industrielle et avant pour pouvoir accueillir des investisseurs. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Bon, ne me faites pas dire autre chose. D'accord. Il n'y a pas de politique industrielle qui a été définie. Mais c'est pas, Donc, ce qui a c'est été pas dit- le lieu de définir. Non, non, Alors, le professeur encore dit une fois. sans doute en amont. Les États ont leur politique industrielle. C'est vrai. Bonne ou mauvaise. Il y a- les États Ce n'est n'ont- pas le lieu de définir les cette politique États- industrielle. Les États. Aucun État africain n'a une politique industrielle pour l'instant Ah non, qui est c'est- définie. c'est- Aucune- non, vous pouvez pas aucun dire État. Monsieur, On ayez laisse- la courtoisie. on laisse- Je vous on ai laisse laissé le- parler. Ah non, non, vous avez parlé 40 minutes, j'ai pas bougé, j'ai pas Non, moufté. s'il vous plaît, Oh, on va vous aller- pouvez pas dire ça. laissez parler. Vous pouvez pas quand dire même. ça. Vous pouvez pas dire ça. Bon, on va, Vous pouvez pas dire ça. on va aller. Vous pouvez pas dire ça. Vous avez On va aller. parlé plusieurs, je sais pas, une dizaine de minutes. Je J'ai dis- pas moufté. C'est vrai. Vous pouvez pas dire ça. On va. Vous pouvez pas me le dire. Professeur va continuer. pouvez pas me le dire. S'il vous plaît, on va temporiser. On va temporiser. C'est pas nécessaire, oui. On peut ne pas être d'accord Bien et sûr. qu'il y ait des règles qui soient. Si on ne supporte, si on ne respecte pas les règles, je ne vais pas poursuivre. Je vous en prie. Je pense que je les respecte très bien. Je vous en prie. Et même- non, et il même vous, par il vous- il équipe. vous laissera parler. On va laisser le professeur finir et puis vous prendrez la parole. Professeur, allez-y, finissez s'il vous plaît. Je dis que les États ne définissent pas, n'ont pas à définir leur politique industrielle. Ils ne les ont pas définis. Précédemment, nous avions des plans d'investissement. Ces plans d'investissement, une planification qui se faisait. Lorsqu'il y a eu la dévaluation, lorsque le FMI est arrivé, la politique qui a été retenue était la libéralisation des entreprises nationales que nous avions, etc. C'est vrai. Depuis lors, nous sommes dans ce processus-là. On n'est pas en train de dire que on a des filières industrielles qui existent avec des valeurs ajoutées qui sont bien définies et on va se positionner par rapport à ces filières. Ce n'est pas défini, c'est clair, d'accord. Donc, nous avons suffisamment de rapports, d'ailleurs, par rapport au FMI, qui le reconnaît et qui recommande justement que les États puissent travailler dans le cadre d'une définition de leur politique industrielle. Mais professeur, précisez quelque chose. Oui, comment ? Préciser quelque chose pour que ceux qui nous suivent comprennent. Les États africains dont vous parlez n'ont pas défini, si on peut dire ça, en raison des contraintes imposées par les programmes d'ajustement structurel, par le FMI et la Banque mondiale. Vous n'avez pas de liberté, les marges de manœuvre sont très réduites. Non, il y a eu, au départ, au sortir de l'indépendance, Oui. il y avait des plans de développement qui avaient C'est été vrai. élaborés. Lorsqu'il y a eu la dévaluation de 1994, bien sûr. par rapport aux entreprises nationales qui existaient, on est rentré dans un cadre où on a dit que c'est la privatisation. Oui. On a privatisé l'ensemble, etc. Et on est resté sur ce modèle. C'est vrai. C'est la C'est vrai, réalité. oui, bien Bon, sûr. alors, si on est resté sur ce modèle, on a privatisé. Où se trouve la politique industrielle active qui tienne compte des entreprises? Il n'y en a pas. Elle n'existe C'est un fait. Bon, l'exemple même que je voudrais vous donner, n'est-ce pas, avant de poursuivre, vous laissez la parole Bien sûr. aux camarades. Oui. Et c'est quoi? Prenons le cas du Togo. Oui. Le cas du Togo, il y a du phosphate. Oui. Il y a du phosphate. Le phosphate sert à fabriquer, naturellement, entre autres choses, ce qu'on appelle des engrais, n'est-ce pas? Mais jusqu'alors, le Togo ne fabrique pas des engrais. Or, le blocage du détroit d'Ormuz, on nous dit que les engrais viennent de l'extérieur et que ça aura un impact par rapport au secteur agroalimentaire. C'est vrai. Donc, si le Togo avait une politique industrielle, Bien sûr. n'est-ce pas, il n'aurait pas attendu, n'est-ce pas, il aurait préparer directement la valorisation en fait de ce phosphate. Donc ça c'est un exemple qui est concret, mais cette politique industrielle dont je parle, la valorisation effectivement du phosphate, c'est valable aussi pour le Sénégal qui produit du phosphate mais ne produit pas de l'engrais phosphaté. Contrairement au Maroc, qui Oui, lui... qui est le seul à le faire. Qui est le seul à le Alors faire, je bien voudrais sûr. dire un mot aussi. Quand le président Macron dit Oui. qu'on a des difficultés pour circuler, entre autres, et il a cité... Dangote, mais C'est Dangote. en fait, le Dangote. cas de Dangote, Oui. Dangote n'a aucune difficulté pour circuler. Ah oui, ça, lui, Alors, oui. non, permettez-moi, je chute. Oui. Dangote a voulu, n'est-ce pas, installer au Sénégal une industrie pour produire du ciment, n'est-ce pas? Les Sénégalais, avec le concours de la France, se sont opposés
Justement pour que l'usine de Dangote ne soit pas ne produise pas du ciment au Sénégal, parce qu'il y avait les ciments de Lafarge qui produisaient du ciment au Sénégal. Et qui voulaient avoir le monopole du marché. Voilà, c'est ça. Donc la situation est de dire que le problème de Dangote, quand il dit il y a du mal, c'est-à-dire j'ai du mal à aller dans des pays où je voudrais pouvoir exploiter des filières d'activité qui sont les miennes. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin bon, s'il faut revenir sur la question de Dangote, Oui. en RDC, M. Dangote a essayé d'installer justement une... Dans votre pays aussi, non? Oui, dans notre pays, ça existe. Oui. Ça fonctionne. Bien sûr. En RDC, il a essayé. Et à l'époque, je me souviens que les Congolais, ce sont les Congolais qui s'opposaient. Et le président Tshisekedi était obligé de prendre la parole pour dire si Dangote vient installer ses usines de production de ciment et que ça permet de baisser Le prix du ciment pour les Congolais, eh ben, je l'autoriserai. On ne peut pas comme ça. Bon, donc, je crois que quelquefois, il y a des problèmes internes qu'il faut analyser de façon très minutieuse. Mais non, pour revenir à la question de la politique industrielle, on ne peut pas laisser dire ce que dit le professeur Johnson. Sans doute, il a pris un exemple. Attention à la généralisation. Des plans d'industrialisation des pays existent dans plusieurs pays. L'effectivité est une autre affaire. Ah oui. Mais les plans existent. Moi, au Congo, on a un plan d'industrialisation qui existe, qui a conduit d'ailleurs à la mise en place des zones économiques spéciales qui ne fonctionnent pas toujours jusqu'aujourd'hui, je vous le concède. Mais ce que je veux dire, l'Angola, si vous prenez un pays comme l'Angola, il existe une politique industrielle qui a d'ailleurs conduit à une certaine indépendance alimentaire. Oui. Le Burkina Faso, regardez, aujourd'hui au Burkina Faso, la question non pas des engrais, mais vous savez, des traitements sanitaires pour les animaux. Oui. Au Burkina, on a installé une chaîne de production de médicaments. Le Congo, les éleveurs congolais vont acheter au Burkina. Mais parce que le Burkina, ils avaient commencé par faire de l'élevage une priorité, ils se sont dit, il faut donc, il y a eu des politiques industrielles. Il faut que je vous explique quelque chose. Oui. Il y a eu pédagogie chez le professeur. Il a déjà expliqué dans une émission antérieure où il dit, tant que vous n'avez pas pu implémenter un plan, vous n'avez pas de plan. Ça, c'est sa façon de... d'accord. Une évidence. Ah, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est... Ah oui, d'accord. Ce que je veux dire... Oui, non, mais j'ai compris. ça. Un plan sur le papier, c'est pas un plan. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, il y a certains qui sont... C'est pas que le papier qui ont commencé à... C'est vrai. Les zones économiques spéciales au Congo existent. Bien sûr. Existent. Existe. Le problème, c'est l'effectivité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à les décoller, mais les zones existent, il y a des entreprises qui s'y installent. Finissez très rapidement. Non, ce que je voulais dire, c'est que et je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, éviter la généralisation. Bien sûr. Et puis, je pense vraiment que ces lieux-là, ces sommets-là, ne sont pas le lieu pour définir les politiques industrielles des États. Non, ça dit que on a à l'occasion de plusieurs sommets énoncé des plans d'investissement à coût de milliards, mais à chaque fois on dit ça, mais on voit jamais le résultat sur le terrain. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Et puis pour qu'on continue le débat, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Deuxième partie de Frontal. Et votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au décryptage de quelques annonces faites au sommet France-Afrique, au sommet Africa Forward qui a pris fin ce 12 mai 2026 à Nairobi, au Kenya. Un plan d'investissement de 23 milliards a été annoncé. 14 milliards devant provenir de la France et 9 milliards des Africains, notamment en termes d'investissement privé. On va avancer dans cette émission. Sauf si vous vouliez encore, professeur, apporter quelques éléments par rapport à la question industrielle. Mais j'ai expliqué votre façon de concevoir déjà la chose de façon pédagogique. Pour vous, tant qu'un plan n'est pas mis en œuvre, il n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà relevé. Mais c'est la réalité des entreprises. Oui. Si on a travaillé dans une entreprise, un plan qu'on ne peut pas mettre en œuvre, il n'existe pas. Il n'existe Moi, pas. j'ai une réalité des entreprises. J'ai dirigé des entreprises. J'ai accompagné des entreprises. Donc, je sais de quoi il est question. Bien sûr. Si on a un plan et qu'on analyse le plan, on voit qu'il n'est pas pertinent par la rentabilité qu'il va dégager, donc on change justement de plan pour attaquer notre plan. Un plan, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre, lorsqu'il n'y a pas de l'implementation, n'est-ce pas, il n'existe pas. Il n'existe pas. Vous aviez salué dans une émission antérieure les efforts du Burkina Faso, par exemple. Je sais pas si c'était vous qui, aujourd'hui, effectivement, met en œuvre une vraie politique de développement local, une vraie de production, une politique entrepreneuriale qui favorise les investissements des Burkinabés, investissements privés, qui installent des usines. On fabrique beaucoup de choses aujourd'hui au Burkina Faso qu'on fabrique. C'est-à-dire, vous savez... Juste pour dire, il y a des pays qui font des efforts. Et donc, et qui sortent de la généralisation dont parlait. Bon, d'abord, vous savez, ma formation me permet pas. On ne généralise pas. Quand on fait des mathématiques, on ne généralise pas comme ça. Il faut être sérieux. Les mathématiques, un théorème, il est valable sous des conditions qui doivent être remplies. On ne généralise pas. Il est évident que chaque nation a des particularités et il faut tenir compte de ces particularités. Mais par exemple, revenons dans le cas dont nous parlons au niveau de la politique industrielle. Le premier problème qui s'oppose au niveau du continent africain, c'est le problème de la production d'énergie. Sans énergie, nous ne pourrons pas industrialiser. C'est très clair. Donc, effectivement, la chose à laquelle nous devons nous atteler, c'est d'avoir une énergie qui peut justement permettre de booster l'industrialisation. Et donc, c'est la construction du barrage d'Inga qui... On le sait, par les études qui ont été menées, le barrage d'Inga peut produire de l'électricité pour tout le continent africain. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons valoriser les différents matériaux que nous avons. Effectivement, il y a des préalables. Est-ce que dans le plan d'investissement où on a parlé de ces investissements du barrage d'Inga dans les 23 millions Non, pas du tout. Même si ce n'est pas le cas. Même si c'est pas le cas. C'est pourquoi j'étais en train de dire il faudrait que nous soyons au courant du contenu de ces 23 millions de toute façon, avant de pouvoir en débattre. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. 23 milliards plutôt. De dollars, vous l'avez dit, c'est complètement dérisoire par rapport à ce qu'il faut pour... Il faut même arrêter ce genre d'annonces qui ridiculisent le continent. Mais avançons dans cette émission et on la commence, du moins cette deuxième partie, par un rapport. Un rapport... Je ne sais pas pourquoi on n'en parle presque jamais, mais ça semble quand même contenir les clés pour une véritable indépendance ou pour la résolution de la question de la dette en Afrique. Le rapport, il est de la CNUSED. Ça s'appelle Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Celui que j'ai là, il date de 2020, 29 septembre précisément. Et il nous dit quoi, ce rapport ? Il nous dit que 836 milliards de dollars ont illégalement quitté le continent africain entre 2000 et 2015, soit environ 4% du produit intérieur brut des pays d'Afrique réunis. Et ce alors même que la dette extérieure de l'Afrique, qui pèse avant tout sur les Africains, notamment les plus démunis d'entre eux, s'élevait à 770 milliards de dollars en 2018. Ainsi,
sans évasion fiscale, puisque nous parlerons de fiscalité dans cette émission, sans évasion fiscale, il n'y aurait plus de dette extérieure. Oui, Il est à noter qu'en Afrique, l'évasion fiscale des multinationales représente 52 milliards de dollars par an. Là, on est en train de parler d'un plan d'investissement de 23 milliards. Chaque année, le continent perd 52 milliards de dollars d'évasion fiscale. Comment ça se fait que personne n'en parle et ou du moins, comment s'y attaquer? Un exemple concret. Le Mali récemment a eu un problème avec une multinationale canadienne. Déjà, les multinationales, beaucoup ne payaient pas d'impôts. Le Burkina Faso a changé maintenant de politique. Il a dit, toute multinationale qui exerce, qui opère chez moi doit payer des impôts. Pas dans le pays d'origine, mais dans le pays où... Vous avez des pays, professeur, où, quand on prend par exemple l'exemple d'extraction d'or, puisque nous n'avons pas les raffineries sur le continent pour faire le raffinage, quand elle prend, par exemple, cette multinationale, on prend un exemple, une multinationale canadienne, au Mali par exemple, qui prend 100 tonnes d'or brut et qui va faire le raffinage à l'étranger, elle peut revenir dire, au fond, après le raffinage, j'ai 15 tonnes d'or. Et vous n'avez aucune possibilité matérielle de vérifier. Et ça fait partie aussi des niches qui facilitent l'évasion fiscale. Comment on règle ce problème, professeur? C'est mieux que ces 23 milliards qu'on annonce dans des sortes. Il y a plusieurs problèmes là. Il y a deux problèmes. Le problème, c'est d'abord le problème de l'évasion fiscale et l'exemple que vous avez pris aussi, qui est le problème du Mali, où on prend de l'or pour aller le raffiner à l'extérieur et puis on dit, etc. Mais là, c'est un problème qui est lié... Mais ça vaut pour la RDC aussi, hein, pour d'autres pays aussi. Là, c'est... Bon, dans le cadre de l'or, dans le cadre de l'or, je peux vous en parler, parce que je connais, c'est une industrie que je maîtrise, que je connais, dans laquelle j'ai travaillé. Raffiner de l'or, c'est pas difficile. N'est-ce pas? Car l'or, la propriété de l'or, si vous voulez, vous pouvez affiner l'or rapidement, ça fond à 1050 degrés. Vous prenez un chalumeau, montez-le à 1050 degrés, après vous avez l'or pur. Donc c'est pas difficile, c'est pas difficile. Hein, il faut former. On n'a pas besoin de transporter le matériau brut à l'extérieur pour avoir un lingot d'or. On peut le traiter. Vous vous donc souvenez ce qui nous ramène la mise en place des raffineries d'or? Absolument, dans votre pays, dans votre programme. Comment? Non, mon programme, je proposais justement l'installation des raffineries d'or. Oui, pour éviter, on peut le faire. C'est une technologie triviale, hein. Elle n'est pas difficile, hein, parce que c'est une montée tout simplement thermique. Hein. Il faudrait en fait monter à 1060 degrés, parce que l'or fond à 1020 degrés. Donc tout ce qui est tout autour fond, disparaît. Et vous avez le matériau or qui reste pur. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur, c'est de la connaissance, c'est simplement la construction de fours. Bon, donc là, quand on vient de dire cela, donc vous voyez bien là que c'est du capital humain, c'est de la connaissance, c'est la maîtrise de la technologie, donc il faudrait investir dans le capital humain pour pouvoir maîtriser les technologies par rapport à certaines filières d'investissement. Donc construire des raffineries d'or sur le continent. Ouais, c'est facile. C'est facile. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Ah, je ne sais pas si c'est une question de volonté politique. Je n'aime pas trop l'expression volonté politique parce que... Les Burkinabés ont commencé là. Oui, ils ont commencé. Mais ils ont commencé parce qu'ils connaissaient le potentiel, parce qu'on a été dans une situation crisistique et qu'on avait coupé l'arrivée des fonds. Ils se sont dit, s'il en est ainsi, il a déclaré directement, Ibrahim, comment il a fait la chose suivante. Parce qu'il ne pouvait pas accéder au marché financier. Il dit... Mais effectivement, comment je peux pouvoir avoir de l'argent? La seule façon de le faire, c'est justement bloquer l'or. Et à ce moment-là, ils viendront. Voilà, il a dit, il a explicité dans quelles conditions il a rattrapé en fait la production d'or. Maintenant, prenons l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est lié d'abord à la rédaction du code d'investissement préalable qui a été initié, n'est-ce pas? Je ne parle pas en fait des vols, etc. Si les codes tels qu'ils ont été rédigés et que les gens ne doivent pas... D'ailleurs, Ibrahim a été contraint de modifier en disant, effectivement, puisque il y avait des contrats fiscaux qui disaient qu'on ne payait que les impôts dans le pays d'origine de la multinationale et que
c'était une convention de non-fiscalité par rapport à deux pays, etc. Donc il faut étudier en fait toutes ces conditions-là pour les remettre en cause de telle façon que on puisse traiter le problème localement. Okay. Ça, c'est un problème. La question, c'est pourquoi un ça problème se fait juridique d'abord. pas tout le monde. Vivien Manango, alors, excusez-moi, moi je ne fais pas d'idéologie, je ne suis pas un activiste. Donc quand je pose les problèmes sur la table, j'énonce tous les aspects, j'envisage toutes les dimensions. Est-ce que quelque part, la situation n'est pas plus complexe que ça? La multinationale, c'est elle seule qui prend les risques d'exploration. Parfois, vous pouvez dépenser des millions de dollars à faire de l'exploration et à découvrir que le gisement disponible n'est pas rentable. On ne peut pas exploiter ça. Enfin, le coût d'exploitation ne vaut, enfin, comparé au gisement disponible, ça ne vaut pas la peine. Mais elle a déjà dépensé des millions de dollars. Donc, au fond, est-ce que ce n'est pas logique que moi qui seul prends les risques, j'ai la part. Mais je pose. Mais la question doit se poser. Mais Richard Togbe, vous faites très bien de poser cette question. Et d'ailleurs, c'est le même problème avec les pétroliers. Oui. Si vous voulez, alors, c'est pas de l'évasion fiscale. Nous ne sommes pas. Non, ça c'est autre chose. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que le problème que nous avons dans nos pays, c'est que nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas penser que les autres vont investir pour retrouver la matière première, d'accord, l'extraire, et partager à part égale avec vous. Et partager à part égale avec vous, alors que jusqu'à présent, vous n'avez pas sorti un centime. Ils vont essayer de vous duper. Il faut pas être naïf. C'est pour ça que si vous prenez un pays comme l'Angola, désormais, ils font de l'exploration pétrolière. Ils en ont bavé, ils ont investi. Et aujourd'hui, ils font de l'exploration. Ce que ne fait pas encore le Congo, par exemple. Donc, c'est le même mécanisme. Les gens, ils vont chercher le pétrole. Ils vont forer. Ils trouvent. C'est eux qui vous disent qu'ils ont trouvé. C'est ça. Mais c'est parce que... Et la quantité disponible. Et la quantité disponible. Mais parce que vous n'avez pas encore les moyens industriels, technologiques, de faire ce travail d'explorer. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un élément de souveraineté. Oui. Tant que nous ne pourrons pas... Parce que nous... Le problème des Africains, c'est qu'on pense que nous sommes naïfs, en fait. On pense que tout le monde nous veut du bien. Et quand on ne nous veut pas du bien, quand quelqu'un veut gagner des sous, on pense qu'il est contre nous. Non. Qu'il est en train de nous piller. Qu'il est en train de nous piller, non. Il veut gagner. Il n'est pas venu parce que vous avez des beaux yeux ou des belles terres. Il est venu chercher de l'argent. Oui. Il n'est pas votre ami. Et donc, c'est à nous de nous prémunir, de nous doter d'instruments nous permettant, évidemment, de faire respecter nos intérêts. Sur la question des extractions minières, ça sera toujours ainsi. Une société multinationale qui arrive, évidemment, tout le capital risque l'appartient. Oui. Et il y a déjà des entreprises qui ont investi, qui ont englouti des milliards sur des terrains où finalement il n'y avait rien. Sans retour sur investissement. Sans retour sur investissement. Bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, attention, même le cas du Congo, sur l'industrie pétrolière, il faut être relativement prudent, car il est nécessaire de faire une rétrospective historique pour regarder dans quelles conditions on a commencé à exploiter le pétrole du Congo et du Gabon. Au départ, c'était en fait au niveau de l'Algérie que se posait le problème de l'exploitation du pétrole. Oui. Quand il y a eu la guerre d'Algérie et qu'on a trouvé le problème qu'il y avait une instabilité, etc., la France, voulant assurer son indépendance énergétique, a décidé à ce moment-là d'aller explorer au niveau du Gabon et au niveau du Congo. Avec les avions renifleurs, les fameux avions renifleurs. Non, il faut le dire, c'est comme ça ça s'est passé. Bien sûr. Et on a suffisamment de recul. Oui. Sinon, c'était l'Algérie. Oui. N'est-ce pas naturellement, ils allaient passer limité à l'Algérie. Géographiquement, c'est le plus proche. C'est le plus proche. Donc ils commencent par là, mais ils allaient s'étendre. Oui. Après, comme tous les autres. Non. Après aussi, il y a les conditions d'exploitation du pétrole. Oui. Si vous prenez le cas de l'Arabie Saoudite, où vous n'avez pas besoin de faire en fait des forages très profonds. Vous faites un trou tout de suite. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Le coût d'accès est epsilonique par rapport à la source qui est directement là. Donc le cas de l'Algérie,
C'est parce que nous avions également le Sahel qui était à côté, et on savait qu'il y avait du pétrole. C'est pas simplement que, tu sais, l'Algérie au niveau de la mer, mais c'est directement l'accès du pétrole. Et ça refait que ça coûtait moins cher. Bien sûr. D'accord. Ça coûtait Bon, moins cher. non, ça, il est important de le rappeler. Maintenant, quand on va dans des eaux profondes, effectivement, les coûts d'exploitation, les coûts de forage sont de nature tout à fait différente. Et il faut amortir C'est ça. le capital qui a été Investi. investi. C'est ça. Personne ne dit le contraire. D'où la notion de rentabilité Bien sûr. de Roy dont j'ai parlé, de rentabilité des capitaux investis. Bien sûr. N'est-ce pas? Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des situations où, par exemple, on se retrouve par le fait d'une crise où il y a des plus-values qui se dégagent sans qu'on n'ait fait aucun forage. C'est le cas de Total Énergie aujourd'hui par la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait du super profit pour avoir stocké précédemment tout simplement du pétrole. Donc vous pouvez regarder encore Comme des moments de risque existent, comme pendant le Covid, Exactement. où le voilà. baril le coûtait D'accord. $0. Ou encore Bon. quand l'Arabie Saoudite Ok. décide de tout mettre sur le marché. c'est ça. à ce moment, Après, maintenant, C'est la la stratégie question, d'entreprise. c'est que, est-ce que lors de l'indépendance, nous savions, par exemple au Congo, qu'il avait la possibilité de pouvoir explorer le pétrole? Non, on ne savait pas. On ne le savait pas. Mais le BRGM le savait. Le Bureau de recherche minier le savait. C'est ça. N'est-ce pas? Mm. Et je vais vous donner un exemple et qui va vous permettre de bien comprendre ce dont on parle. C'est le cas du Bénin que je vais citer. On a commencé à dire il y a du pétrole au Nigeria. Et au Bénin, on supposait qu'il n'y avait pas du pétrole. Mais il y a eu un ingénieur béninois qu'on appelle Togbe Olori Togbe, qui a fait l'école des mines. Et il s'est posé la question qui était relativement très simple. Nous sommes dans un même bassin. Et comment se fait-il qu'il va avoir du pétrole au Nigeria et il y a une césure qui fait qu'il n'y aura pas de pétrole au Bénin? Ça ne marche pas. Et vous savez dans quelles conditions? Eh bien, Olori Togbe a disparu. Hein. D'accord. Donc, je continue. Ce pétrole, ce bassin, c'est le golfe du Guinée. Mais on dit qu'il y a du pétrole au Bénin. Et on dit qu'il n'y a pas de pétrole au Togo. Mais c'est toujours le golfe, le golfe de Guinée. Mais on sait qu'il y a du pétrole à la fois au Bénin, au Togo, au Ghana, puisqu'on est dans le golfe. Vous voyez? Comme les États-Unis et Haïti. Voilà. Donc, en réalité, on se retrouve là, c'est là où j'insiste aussi sur la notion de politique industrielle. C'est-à-dire que si dès lors on dit qu'il y a une source potentielle d'exploitation d'énergie, n'est-ce pas? Donc, il faut se donner les moyens Ou de matières premières. pour des matières premières pour les valoriser. Mais professeur, ce que vous dites est absolument pertinent, intéressant. Mais ça me permet de poser la question des choix politiques que nous faisons. Vous avez aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire, un spécialiste m'a expliqué, que par rapport à la question d'extraction d'or, la concession faite par l'État ivoirien aux multinationales actives dans le domaine, c'est vous venez, vous faites explorer, peu importe ce que vous découvrez, je prends 15%. Est-ce que c'est une bonne fois? C'est pas correct. Enfin, pour notre... Mais au regard, mais ils ne se sont pas assis comme ça. Ils ont fait des études, sans doute. Enfin, j'imagine que les ingénieurs de la Petrosi et tout ce qu'on veut ont fait des études. Enfin, pas Petrosi. Enfin, Petrosi, ça c'est pour le pétrole. Mais les ingénieurs ont fait des études, ont estimé que la concession est acceptable pour nous et pour nos multinationales qui sont dans ce domaine, c'est vous venez explorer. Si vous trouvez, l'État prend 15% parce que le président dit, moi, l'argent que je vais investir dans l'exploration, je préfère construire des écoles, des universités, des hôpitaux. C'est censé, non, ou pas? C'est un choix politique. C'est un choix politique. C'est la même logique lorsqu'on dit, par exemple, que on va créer une zone économique spéciale et on va mettre un taux fiscal très bas. Oui, en se disant que ça va permettre de développer la zone. C'est un pari. Une concession, c'est pas éternel. On peut dire, on concède pour un moment, on regarde comment ça fonctionne, on perd au départ, mais après on gagne. Et là, la bonne nouvelle, on vient de
découvrir d'immenses gisements Bon, bah, d'or voilà, donc- dans la zone de San Pedro, Bon, etc. à ce moment-là, Et où, oui. il peut toujours revoir la concession. Ça peut être Ah bon aussi, mais bien sûr. Enfin, c'est une autre concession cette fois-ci. Oui. Si c'est la zone de San Pedro, Oui. c'est plus la même. Mais l'entreprise peut encore solliciter la concession là-bas. D'accord. Parce que les concessions, c'est par territoire. C'est pas en concession. Mais avons-nous d'autres choix? Comment? Avons-nous d'autres choix? Mais S'ils ce n'ont que je veux pas dire- les moyens, comme Oui, dit le oui, oui, professeur, bien sûr. à investir dans l'exploration, y a-t-il d'autres choix? Vous qui vouliez d'ailleurs construire des usines de raffinerie et au Congo, ben, d'accord, pour raffiner, il faut d'abord en extraire. Le Congo a-t-il les moyens Ah oui. d'investir Oui, d'investir parce que- dans l'extraction d'or? mais parce qu'on devrait changer le poste budgétaire. Je pense par exemple qu'on investit, on met beaucoup d'argent dans le tourisme, dans le sport, et que ça n'apporte pas grand-chose jusqu'à présent. Donc on allait avoir des choix budgétaires différents. À comparaison des paraisons, je vais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que, mais non, ce que je veux dire, c'est que on met de l'argent dans le tourisme jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord, ça ne marche pas. Et on peut. C'est l'orientation du choix. Exactement. C'est l'orientation du choix, ce qu'il dit, il est à fait. Si effectivement un secteur d'activité, et ça c'est le problème qu'on a évoqué, certains pays ont décidé de dire que l'activité principale serait le secteur du tourisme. Là, c'est un exemple, un cas d'école. Oui. Bon, le cas d'école qu'il faut prendre correctement, étudier. Ceux qui ont pris comme d'exploiter le tourisme, Oui. c'était naturellement l'Égypte. L'Égypte a été l'une des premières nations à se fonder C'est parce vrai. qu'il y avait des pyramides, c'est etc. vrai. etc. L'Égypte, Avec le recul, Oui. on a regardé en fait que par exemple quand le Covid est arrivé, eh ben, c'était plus directement exploitable et la rentabilité n'était chuté. pas au rendez-vous. Donc, ce La que Tunisie aussi. et voilà. Et ce que dit le camarade, c'est que si vous faites des choix qui sont des choix, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des arbitrages qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut investir dans le tourisme ou il faut investir dans un secteur comme la production ou la valorisation de l'or? Tout compte fait, vaut mieux choisir dans l'arbitrage, par arbitrage, investir dans un secteur aurifère que de choisir justement le secteur touristique qui présente des risques beaucoup plus élevés Vous pensez? et une rentabilité. Mais oui, comment bien ça sûr. Mais vous êtes venu à Brazzaville. Bien sûr. Vous avez vu le nombre de tels qu'il y a à Brazzaville. Oui. Circulez, demandez. Et personne n'y va. Personne n'y va. Non, Bien sûr. non. Mais qui va y aller? Mais il y a pire que ça. On a des hôtels construits avec des fonds publics, oui, qui ne génèrent rien du tout, qui sont devenus des gouffres financiers. Une raffinerie d'or, je peux vous dire qu'on n'aurait pas eu le même résultat. Non. Ouais, mais alors, vous investissez le vous sujet. revenez- Une raffinerie d'or, mais il faut extraire d'abord l'or. Non mais pareil, parce que je veux dire, l'industrie Oui, d'or, c'est ça. aurifère, Oui. n'aurait pas, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Vous pensez? Ah, c'est Ouais, une valeur les- refuge. Enfin, je non, veux dire, mais l'industrie aurifère, non mais généralement, là on vient sur des techniques, c'est du technique, mais il faut en parler. C'est-à-dire qu'on se lève pas pour dire comme ça, je vais faire de l'affinage d'or. On sait qu'il y a des secteurs, il y a dans le pays, avec une distribution cartographique, on peut localiser, ou peut-être il se pourrait déjà qu'on exploite l'or, On exploite mais ça. de manière Artisanale. artisanale. Non. Donc on va utiliser des moyens mécaniques Oui. élevés pour Professeur, justement avoir la un niveau... localisation n'est pas le problème central, mais l'autre problème capital aussi, c'est de savoir le gisement disponible. Mais pour extraire, parce que sinon, vous allez dépenser Non, pour c'est rien. ce Non, que dit- non. Ce que je voulais dire, et l'industrie aurifère, elle est capitalistique ou semi-capitalistique ou elle est laboristique. Je veux dire la quantité disponible. Non, mais attendez, Vous avez laissez-moi compris. avancer. Par exemple, quand l'exploitation est artisanale, Oui. c'est une industrie laboristique. Elle Bien dépend sûr. de la main-d'œuvre, Oui. etc. Donc, tu n'as pas forcément la masse critique Oui. pour dire je vais produire des quantités énormes. Mais ça peut être largement suffisant, eu égard, n'est-ce pas, au prix de l'or sur le marché Sur le marché international. N'est-ce pas? Mais non, avec l'argent qui est dégagé, je peux dire que maintenant je vais faire de la prospection plus avancée pour pouvoir permettre de savoir quelles sont les quantités les plus importantes et changer d'échelle, C'est n'est-ce vrai. pas, et rentrer dans le cadre d'industrialisation. Là, c'est un cadre technique, ça. Intéressant. Ben oui, c'est comme Intéressant, ça que ça marche. Je propose. Mais cet exemple que je viens de donner, l'industrie
touristique ne l'offre pas. Et on retombe dans le cadre de la politique industrielle. Et ça, la politique industrielle, c'est ce que vous venez d'exhiber, c'est un arbitrage qui relève de la politique industrielle, et on y tombe d'accord en disant qu'il y a des secteurs ou des filières industrielles qui présentent justement des niveaux de rentabilité plus élevés que d'autres. Professeur, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage du sommet Africa Forward qui a pris fin ce 12 mai à Nairobi, au Kenya. Vivien Manangou, je l'ai dit dans la partie introductive de l'émission, nous allons consacrer cette troisième partie à la question de la mobilisation des recettes. Et vous, je l'ai dit, vous proposiez de sortir votre pays du tout pétrole. D'ailleurs, il n'est pas dans le tout pétrole. Hein. L'économie congolaise est plus ou moins en voie de diversification en tout cas, mais passons. Et d'envisager d'autres niches, d'autres sources alternatives de mobilisation de recettes. Et c'est la fiscalité est l'une des pistes chez vous, dans votre... Expliquez-nous, que faut-il entendre par là? Faut-il prélever plus d'impôts? Si oui, à quoi servent nos impôts aujourd'hui, ceux qui sont prélevés? Faut-il augmenter le taux de fiscalité? Comment vous envisagez la chose pour que l'Afrique dépende moins de l'aide au développement et qu'on ait suffisamment de ressources et que nos budgets nationaux ne soient plus finançables qu'à 50%? Déjà, il faut faire remarquer, on était en train de parler tout à l'heure du professeur Johnson, des 23 milliards que le promis par le président Macron à Nairobi. 23 milliards, 14 de la France et 9 milliards des hommes d'affaires africains. Vous savez que 2 points de plus de fiscalité en Afrique, c'est 60 milliards. C'est-à-dire autant que toute l'aide publique au développement que l'on verse en Afrique. Expliquez concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites le ratio de impôt PIB en Afrique, nous sommes aujourd'hui en Afrique à peu près la moyenne, hein, c'est à peu près moins de 16%. C'est vrai. D'accord? Alors que nous sommes pas, si on prend les pays de l'OCDE, oui, c'est 33%. Si on prend par exemple l'Amérique latine, 21%. Oui. Ça veut dire qu'avec 2 points de plus, c'est des recettes de presque de 60 milliards de dollars. C'est-à-dire autant que tout ce qu'on verse en Afrique au titre de l'aide publique au développement. Mais précisez-nous, Vivien Manangou, le mécanisme l'opérationnalisation de ce que vous proposez quand on sait que l'essentiel de l'activité économique est absorbé par le secteur informel. Alors oui, c'est une piste. C'est une piste parce que le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, justement, c'est que nous avons un système fiscal, à bien des égards, qui s'appuie sur des impôts ou des taxations qui, en fait, ne sont pas adaptés. Il faut d'abord se rappeler, mais là, le professeur Johnson en parlera mieux que moi, c'est que nous avons un système économique qui est toujours un vestige du système colonial, c'est-à-dire un système de captation des richesses. Donc, nous ne créons pas véritablement de la richesse, ce qui rend difficile d'avoir des impôts ou des taxes qui soient les plus rentables possibles. Par exemple,
nous comptons beaucoup sur l'impôt sur le revenu, tout en ayant un niveau de chômage très élevé. C'est vrai. Tout en ayant un secteur informel très important. Ce qui veut dire que, finalement, l'impôt sur le revenu... Il faut pénétrer le secteur informel. C'est voir une ce des qui pistes. se fait là-bas. Il faut pénétrer le secteur informel. Ça fait des années qu'on en parle. Hein. C'est pas facile. Peut-être parce que les choix qui ont été faits n'ont pas été les bons, mais ça marche pas aujourd'hui. On nous dit encore que 80% des actifs des États de l'OHADA relèvent du secteur informel. Faut vous imaginer. C'est énorme. C'est énorme. Il faut aller tasser davantage la femme de Nantokwa, la femme qui vend des tissus à Dantok. On en convient, elle brasse des milliers. Attention, il ne faut pas sous-estimer. Et c'est part de l'actif du secteur économique sur le continent. Nos femmes là qui vendent dans nos grands marchés, on brasse des milliards. La proposition, c'est d'aller augmenter le taux de fiscalité. Alors, oui, allez-y, professeur, allez-y. Bon, vous n'êtes pas réceptif à la proposition. Je pense que C'est pas ce que j'ai dit. Hein, mais on n'aura pas maille à partir. Vous savez, la politique fiscale relève de la politique budgétaire. Hein, c'est de la finance publique, etc. Hein, c'est de la finance publique. Et sur le plan macroéconomique, il y a un économiste d'ailleurs qu'on appelle Sargent, et voilà, Sargent qui a eu le prix Nobel et qui a montré que effectivement que la politique, on peut montrer mathématiquement, elle démontrait que la politique monétaire et la politique budgétaire ne peut pas être indépendante de la politique monétaire. On ne peut pas le montrer. La politique budgétaire n'est pas indépendante. Ça va de pair, n'est-ce pas? Si on avait un tableau, je vous le montrerais par un petit exemple. Bon, ça va de pair. Après, maintenant, il faut rappeler aussi la coupe de l'affaire, qui connaît bien l'existence. Trop d'impôts tue l'impôt. Hein, il faut rappeler tout cela. Après, il faut rappeler également ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Hein. Ce que je suis en train de faire, je suis obligé de rappeler, parce que c'est l'économie mathématique qu'il faut rappeler. L'équivalence ricardienne dit la chose suivante. Si j'ai un déficit public, hein, d'accord, un déficit public, je m'attends à ce que l'État va augmenter les impôts. Et donc, à ce moment-là, il y a une tendance justement à épargner parce que j'aurai des impôts à payer. D'accord. Après, ce qu'on soulève, il y a des secteurs abrités, il y a des secteurs non abrités, et il y a des secteurs qui, naturellement, comment lever l'impôt? En fait, c'est l'histoire comment lever l'impôt. Bon, alors... Oui, attendez. Détachable de la question de l'assiette fiscale. Non, attendez. Non, okay. Je peux avancer. Je désire avancer. Donc, il s'agit là d'analyser la structure, je voudrais dire, du mode de génération, non pas de génération. Comment les revenus sont engendrés au niveau du continent africain ou des pays africains. La plupart du temps, les revenus, par exemple ceux qui travaillent au niveau de la fonction publique, on fait un impôt direct à la source. Parce qu'on peut les tracer, c'est relativement très simple. Maintenant, c'est informel. Okay. Donc c'est l'impôt sur le revenu. Bon, après maintenant, considérons par exemple ce qu'on peut appeler l'économie profonde ou bien l'informel, etc. Bon, mais ces gens de l'économie informelle, c'est que en fait, si l'État était structuré de telle façon que on pouvait créer des entreprises et qu'on avait le cadre juridique qui permettait, monétaire, hein, qui permettait de créer une entreprise, on aurait eu moins de secteur informel, n'est-ce pas? À mon avis, c'est un avis, et on peut le montrer. Ça a été étudié. Ce sont les travaux de la française, là, avec qui a été professeur au collège. Ces gens-là... Non, qui a eu le prix Nobel. Non, mais c'est pas, nos réalités locales sont autre chose. Non, quelle est la possibilité d'amoindrir? Ça, on en a besoin, on a besoin de réduire le secteur informel. Ça, on en a besoin. Il faut passer du secteur informel au secteur où on peut directement faire lever des taxes. Bon, je reviens. Là, on a ouvert la parenthèse, on est en train de m'éloigner un tout petit peu. Allez-y, donc, professeur. Ce que je suis en train de dire, c'est que, s'agissant du secteur informel, le secteur informel est organisé d'une certaine manière où nous avons une difficulté à dire quelle taxe nous serons à même de pouvoir lever. Mais on sent bien, quand on a commencé à analyser économiquement, qu'il faudrait se tourner vers une taxe du type TVA.
n'est-ce pas, qui est beaucoup plus facile à lever sur les transactions et que des taxes qui seraient de nature impôt sur le revenu. Injuste Donc aussi. là, non mais ce sont des études qu'il Bien faut sûr. mener. On ne peut pas dire, ce sont des études. Alors, Oui, bien sûr. Oui. Oui, pour embrayer sur ce que disait le professeur Johnson, il ne faut pas faire comme si la fiscalisation du secteur informel est un nouveau dossier. Non. Ça fait Ça, plusieurs années, il y a plusieurs Bien sûr. rapports sur la question. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs propositions qui ont été mises sur la table et appliquées pour d'autres. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, on a essayé la simplification Oui. de l'enregistrement des entreprises. Ça ne fonctionne pas. Non. Vous Non. savez pourquoi? On a essayé, on a mis en place les impôts synthétiques. Oui. Ça ne fonctionne pas. Non. Oui. Et ça aussi, on sait pourquoi. Bon, donc, c'est un vieux dossier Oui. qu'on n'arrive pas à traiter. Moi, il me semble qu'il y a un volet qui n'est pas pris en compte jusqu'aujourd'hui, c'est le volet sociologique ou psychologique. C'est-à-dire que on néglige beaucoup l'apport ou le rapport de l'Africain avec ce type de contribution. Il faut se rappeler comment les Africains ont reçu la fiscalité. Oui, Il faut se rappeler c'est vrai. que dans nos pays, l'impôt, c'était l'impôt du colon, C'est vrai. qui ne servait pas, Oui. Après, On pourchassait les gens. on pourchassait les gens, On les arrêtait, on les torturait. on se rappelle de la Effectivement, fameuse l'impôt taxe de capital. capitation. Effectivement. Les gens étaient fouettés pour payer les impôts et c'est construit autour des impôts des résistances. Comme on n'a pas assez de temps, on va essayer de, Oui. de C'est dommage. focaliser. Oui. Non, mais c'est un sujet. Oui, mais ce que je voudrais dire à ce sujet-là, il faut important de rappeler Camille Lefebvre, historienne de l'Institut du monde des mondes africains, a mis en évidence ceci que. S'agissant de l'impôt concernant le continent africain, on a toujours dit que la France a construit, ça nous a coûté de l'argent, etc. Après des études qui ont été menées pendant plus de 20 ans par Denis Cognon, etc., on s'est rendu compte que c'est l'Afrique elle-même, à travers ses impôts, qui ont construit des infrastructures et qui ont payé les administrateurs qui venaient pour dans le cadre de la colonisation. Bien sûr. Et que la France, les dépenses de la France, c'était simplement consacré à l'armée et à la répression par rapport à cela. Donc les Africains, déjà pour commencer, c'est eux qui ont... Et de surcroît, il a été montré que au niveau du Niger, en plus de 60 ans de colonisation, on a construit à peine 60 km de route. Alors, Voilà. Donc, on s'éloigne un peu. non, mais l'impôt de l'Africain est déjà... Il est déjà conscient. Non, bien sûr, mais c'est pas ça. Oui, bien sûr. Non. Ce qu'on Non, essaie ce de- que je voulais dire simplement, Oui, bon. ce que nous avons été capables De faire hier. de faire lors de la colonisation, nous avons des bases avec une Ça, c'est vrai. structuration Oui. pour pouvoir lever l'impôt. Alors, Oui, c'est ça que je voudrais dire. professeur, il Je ne suis pas en train d'attaquer dans le cadre d'une rétrospective historique. On est d'accord. Ce que nous avons été à même de faire dans le passé, nous sommes capables de le faire dans la modernité. Faudrait-il encore qu'on réfléchisse à la façon de pouvoir le faire? Deux éléments très importants, Vivian Monan. Et je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure de façon globale. Mais prenons des exemples concrets. Vous avez évoqué la sociologie. Je pense même que c'est l'élément central. Prenons deux éléments importants. Vous avez sur le continent un taux de bancarisation autour de 10-15%. Oui. Donc les gens gardent leur argent à la maison. D'ailleurs, l'autre fois, dans le cadre d'une étude avec des experts de EcoBank, ils déploraient le fait que pendant la saison sèche, où il y a plusieurs incendies, les gens qui ont des millions dans leur lit, dans leur Emmener à matelas... la banque. Non, ils ne veulent pas, parce que sociologiquement, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il a beaucoup Il a d'argent. Et c'est pas Donc, tout ils préfèrent garder à la maison. Et après, quand la maison brûle, et c'est tout qui s'en va. Et deuxième élément, celui qui vend, l'agriculteur, parce qu'au fond, on pense que ces gens-là sont des gens pauvres. Ils sont immensément riches. Bien sûr. Celui qui a des teckerains, qui a des palmeraies, et qui vend des palmiers et des tecs, il a beaucoup de millions chez lui. Comment peut-on définir l'impôt à peu près? Parce qu'il est dans le secteur... L'État n'est pas au courant de son activité et de combien il gagne. Comment on pénètre ça? Alors, justement, la première chose, c'est il faut savoir que c'est déjà pénétré.
il ne faut pas penser que ces gens-là ne payent pas du tout d'impôts. Oui, ils payent des taxes locales, effectivement. Ils payent des taxes locales, mais ils payent surtout la TVA. Ils payent surtout la TVA. Et donc, la TVA, l'impôt à la consommation, c'est le principal instrument qui permet de toucher tout le monde. Et même ceux qui sont dans le secteur informel. Et qui est très injuste. Oui, alors, c'est l'impôt le plus injuste au monde. Oui, il est injuste parce qu'il est aveugle. Mais si vous voulez, comme ils ont des taux qui sont plus ou moins bas, donc en fait, c'est supportable. Et puis, puisque le professeur citait Ricardo, rappelez-vous ce que disait Ricardo, il faut prendre les pauvres, ils sont les plus nombreux. Oui, mais sauf que je ne suis pas d'accord de payer la bagarre au même prix que Bolloré. Non, mais ça dépend, ça dépend du service qu'on sollicite ou du bien qu'on veut acheter. Sinon, si on fait des prix indifférenciés sur une télévision, alors qu'on va acheter la même télé que Bolloré, on assume les conséquences. Ouais, fiscalement, c'est assez juste. Et puis, attention à l'égalité fiscale. Il vaut mieux être sur l'équité que sur l'égalité. Parce que l'équité permet de prendre en compte des éléments. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est pas pareil. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense vraiment, si on évoque cette question-là, c'est en rapport aussi avec la question de la légitimité de l'impôt. C'est-à-dire que les gens se cachent, veulent pas payer, parce qu'ils se posent toujours une question simple. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Si aujourd'hui on voit la dynamique au Burkina, vous savez, regardez pendant cette période qu'il y avait des guerres au Niger, au Burkina et au Mali, vous verrez qu'il n'y a jamais eu une période où les impôts ont été aussi bien payés. Pourquoi? Parce que dans la rhétorique des dirigeants de l'AES, ils ont essayé d'expliquer qu'il nous faut de l'argent, il faut que vous contribuiez pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai. Rendant donc la fiscalité légitime aux yeux même de ceux qui ne payaient pas avant. Et qui ont besoin de sécurité. Et qui ont besoin de sécurité. Donc, il y a... Ce que je disais, on l'a payé dans le passé, bien sûr. dans le monde. Et un dernier exemple, Richard Togbé. Vous voyez, en Afrique, les pays qui ont le fameux ratio dont je parlais, PIB, impôt PIB le plus élevé, c'est la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Oui. Et donc, si vous regardez ces pays-là, ce sont aussi les pays qui redistribuent le plus en Afrique. Oui. Si vous prenez le système... Avec les services sociaux de base. Et services sociaux de base. Si vous prenez, par exemple, toutes les questions liées autour de la protection sociale, c'est vrai. La Tunisie, c'est 10% du PIB. D'accord? Au Congo, chez moi, c'est 1,5. Donc, vous voyez bien que dans les pays où les gens sont capables de justifier où va, à quoi servent les impôts, ils sont plus à même de payer que dans les pays dans lesquels on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils en font. Aujourd'hui, dans les États de l'AES, si il y a eu des belles rentrées fiscales, c'est que les gens se sont dit, bah oui, avec notre argent, ils nous défendent. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et professeur, je vous laisse donc... Ici, on a eu peu de temps pour traiter des problèmes. Ce sont des problèmes vitaux concernant le continent africain en termes de volets, de bras pour la stratégie de développement. Vous voyez, le problème de la fiscalité est un problème énorme. Mais comme je le rappelais à un instant, en disant que la fiscalité n'est pas, que le problème budgétaire n'est pas indépendant du problème monétaire, il y a ce qu'on appelle les travaux de Abba Leonard qui a montré que essentiellement la finance fonctionnelle, que l'État, n'est-ce pas, la monnaie est une création de l'État. Et donc, si la monnaie est une création de l'État, on ne doit pas se fonder sur la notion d'équilibre, parce que un individu peut déposer son bilan, peut être en déficit, etc. Mais l'État ne peut pas déposer son bilan. Par conséquent, on ne doit pas raisonner en termes de revenus, mais on doit raisonner en termes de niveau d'activité. C'est-à-dire que, à ce moment-là, si on veut moins de chômage, n'est-ce pas? Eh ben, il faudra pouvoir engager et voilà, et produire, baisser les taux d'intérêt et permettre qu'il y ait en fait la création d'activités. Et si en fait l'inflation apparaît, et à ce moment-là, il faut détruire la monnaie, il faut taxer. Donc vous voyez que ça va de pair avec la politique monétaire. D'ailleurs, professeur, vous faites bien. Sur la question, parce que je vous ai vu la question, mais rapidement, la question de la monnaie. Comment est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'on conserve la fameuse convertibilité, d'accord, notamment... Oui, parlez un peu plus fort parce que je vous entends. Alors, la question de la convertibilité, vous savez, euro, CFA. Ouais. Et est-ce que ce point-là précis ne permet pas, paradoxalement, à la zone CEMAC, qui elle, la UEMOA aussi pareil,
est-ce que ça ne lui permet pas, justement, de lutter contre l'inflation Non. quand on sait que les gouvernements de cette zone économique, généralement, ne disposent pas véritablement d'armes, d'instruments de lutte contre l'inflation. Oui, mais allez-y rapidement. Oui, mais malheureusement, on est à la non, mais c'est une question assez importante qui amène à dire que les tenants du franc CFA disent comme nous ne pouvons pas traiter le problème de l'inflation, faisons un ancrage, un arrimage et la monnaie sera contrôlée. Mais c'est une fuite en avant. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre nation. On peut le dire ça autrement. Pourquoi on rendrait la monnaie non convertible avec un contrôle de capital et on se fonderait essentiellement à ne dépenser l'argent que tout simplement des excédents qui résulteraient en fait de l'exportation. Ça aussi. Oui, sauf que pour l'instant, on n'exporte rien. Plusieurs questions. C'est un choix. C'est un choix. Sauf que pour l'instant, on n'exporte rien. Mais non, le résultat. Non, je dis tout simplement que les investissements seraient liés aux revenus dégagés de l'exportation qui limiteraient les emprunts. Parce que notre problème, c'est l'emprunt. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. Vous êtes rentré dans la technicité du départ. On est d'accord. De la question monétaire, bien sûr, c'est très important. Peut-être devrons-nous faire une émission spéciale sur la question de la monnaie. Il y a toujours à dire par rapport à cette question qui est à la fois politique, économique, mais aussi sociologique. On va peut-être faire une autre émission sur la question. En tout cas, on en offre. Comment? Non, pas du tout. On est toujours dans l'émission. En tout cas, des pistes ont été explorées ici dans le sens de l'augmentation des possibilités de prélèvement de la fiscalité, enfin des impôts sur le continent. Merci, professeur. Merci d'avoir participé à cet échange. Vivien Manango, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 dans votre pays, le Congo. Vous aviez un programme pour votre pays. Pourquoi pas? Il y aura d'autres élections et bien sûr, vous faites partie de toute façon des Congolais qui prendront demain. Et la relève sous, bien entendu, le regard de nos aînés que sont les professeurs, comme on vous a ici. Et à notre merci, professeur, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous aux politiques. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Suivez-nous sur YouTube. Nous sommes sur toutes nos plateformes numériques et surtout, pour nous encourager, abonnez-vous massivement à notre chaîne, à NCA TV. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Oui.